told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. As you fade away. Le mot goré, pour vous dire qu'en fait il nous vient d'une déformation de notre mot hollandais. La Hollande, arrivée sur cette île vers 1516, vu la configuration de l'île, elle l'a appelée Goederede. Alors Goederede voulant dire le bon port. Donc là, vous voyez le port qui protège bien les navires. Jean d'Estrées, cet amiral français, venu en 1667, sauf que lui ne pouvait pas prononcer correctement Goederede. Alors il prend les deux premières lettres de chaque mot, le go de Goede et le ré de ride pour dire Gorée. Certains vous diront que les Portugais ont découvert cette île en 1444.
ce qui pour moi est faux, parce que ce sont ces lébous sénégalais, donc les pêcheurs autochtones, qui en premier fréquentaient cette île. Alors eux l'avaient nommé Bear, comme la bière en anglais, B2ER, une plante sur cette île auparavant, un fruit très sucré, mais une fois consommé, il a l'effet de l'alcool. Alors ces Portugais-là arrivaient en 1444, sauf que le premier bâtiment construit sur cette île par ces derniers, aujourd'hui le poste de police, qui date de 1481. Vous verrez que sur nos murs, nous n'avons que 3 couleurs de peinture qui ne peuvent être changées, tout comme l'architecture. Alors du fait de l'UNESCO, qui depuis 1978 a classé cette île patrimoine mondial sauvegardé. Alors toutes ces maisons ont été faites avec ces roches noires sur lesquelles nous allons marcher. C'est de la roche volcanique, pour vous dire que l'origine de cette île, elle est volcanique. Et d'après les géologues, sa dernière éruption date d'il y a 13 millions d'années. Et son cratère est aujourd'hui sous le monument de la Renaissance. Donc là est le cratère de ce volcan qui a créé Gorée et Dakar. À Gorée, dès que la maison est en bordure de mer, est une ancienne esclaverie. Moi, je ne les appelle pas des maisons des esclaves parce que quand ces derniers sont là, ils ne sont pas encore esclaves. Sauf qu'ici, ils allaient les préparer à le devenir en Amérique. Alors Gorée aujourd'hui symbolise pardon et réconciliation, certes, parce qu'en fait sur cette île, et il faut savoir que Gorée, ce mot en Wolof signifie la dignité. Dignité que nos ancêtres ont perdue à travers plusieurs îles comme celle-ci, et que moi je pense encore aujourd'hui, nous continuons de perdre cette dignité-là du fait de cette histoire biaisée que beaucoup vous racontent. Et nous savons qu'elle est fausse et ça, on va y revenir. Donc avec votre permission, nous allons marcher un peu et voir la première esclaverie construite sur cette île par les Portugais en 1536. L'actuel presbytère, première esclaverie construite sur cette île. Alors elle date de 1536, elle est portugaise. Donc du fait qu'aujourd'hui c'est le presbytère, pour moi il ne fait que symboliser le retour de l'histoire. Pour vous dire, et certainement que vous le savez déjà, que ces missionnaires-là catholiques, ou plutôt les chevaliers de l'ordre du Christ, ont été les premiers sur les côtes ouest africaines à faire la traite des Noirs. Et cette thèse-là a été confortée par le pape Jean-Paul II. Visite mémorable en février 92. Il a été très courageux, le pape, de reconnaître que ces missionnaires-là ont été les premiers. Alors ceci l'a amené à célébrer une messe à la mémoire des ancêtres. À la fin de celle-ci, il a demandé au nom de l'Église le pardon de l'humanité. La réponse de feu Boubacar Joseph Ndiaye ce jour fut oui pour le pardon, mais non pour l'oubli. Parce que cette histoire, elle est très importante pour l'humanité. Et je pense que c'est parce qu'elle est méconnue qu'encore aujourd'hui, nous ne pouvons vivre ensemble. Mais pour moi, si plus de monde connaissent cette histoire-là, le vivre ensemble, il sera possible. 28 maisons comme celle-ci sur cette île, et chacune pouvait au moins contenir 350 personnes. Un chiffre qui ne concernait que les rez-de-chaussée de ces maisons, du fait qu'à l'étage, là vivaient les maîtres. Aujourd'hui que nous savons les conditions de détention pour les ancêtres, en tout cas pour les hommes, c'était souvent des cellules de 2,60 m sur 2 m. Ils y étaient entre 20 et 30, enchaînés aux chevilles 2 à 2, libérés une seule fois par jour pour leur permettre de se soulager. Alors sachant ces conditions-là, la grande question est comment est-ce que ces Européens-là arrivaient-ils à vivre tranquillement à l'étage avec toutes ces horreurs qui se passaient en bas. Encore aujourd'hui, elle est sans réponse.
Moi, je pense que c'est du fait de la barbarie de ces derniers. Et le scientifique africain, Cheikh Anta Diop, le relate très bien dans son livre intitulé « Civilisation ou barbarie ». 350 personnes dedans et ils y vivaient séparés. Donc c'est des cellules pour hommes, jeunes filles, enfants et autres. Par contre, ces jeunes filles-là, elles bénéficiaient d'une cellule beaucoup plus grande que toutes les autres. Et qu'à l'intérieur, elles avaient même le privilège d'avoir des toilettes de chez Turcs. Et la raison du privilège n'est autre que le soir venu. Là, ces derniers venaient chercher leurs épouses du soir. Pour cette dernière, ceci pouvait être une chance comme une malchance, mais dès qu'elle était en état de grossesse, automatiquement, elle était libre et affranchie. Et du coup, elle devenait une signale. Donc ça, on va y revenir et voir les maisons en forme de bateau dans lesquelles ces enfants métis et leur maman noire allaient vivre et être collaborateurs ou collaboratrices de ces derniers. Ils y vivaient séparés et ils partaient d'ici toujours séparés. Et ça pour des raisons différentes. En Amérique, c'est surtout de force et de rigueur dont ils ont besoin. Donc là, ils acheminaient surtout Yoruba et Bambara, très grands et très costauds. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la résistance de ces derniers qui a fait la différence. Parce que certainement que vous savez que ce sont ces Amérindiens qui ont été les premiers à travailler dans les plantations en Amérique. Sauf qu'ils n'étaient pas très résistants. Et certainement que ces navigateurs-là se sont souvenus de ces Africains qu'ils avaient rencontrés 50 ans auparavant. Et c'est ainsi qu'est partie la traite de l'homme noir. Le trafic orienté vers les Indes avait poussé les premiers explorateurs, commerçants, à contourner le continent noir. Ce faisant, ils ont rencontré sur les côtes occidentales de l'Afrique des points stratégiques et hospitaliers, comme l'île de Gorée, devenue rapidement le centre de transit le plus important de l'Afrique de l'Ouest. Dès lors, Gorée est devenu témoin de la plus grande tragédie de déshumanisation du monde, la traite négrière. Les hommes rigoureux en Amérique, les jeunes filles, surtout vers les Antilles, la Martinique, la Guadeloupe et autres, là, elles allaient plutôt se charger de la transformation de ces produits-là. Et pour les enfants, entre 7 et 15 ans, il fallait qu'ils bénéficient d'une bonne dentition. Eux partaient vers le Brésil, vers Cuba, Haïti et autres. Et c'est pour cette raison-là que nous avons les Neymar, des Brésiliens noirs, tous descendants d'Ouest africains, mais exactement d'où ils viennent, ils ne savent pas. La raison à ça, parce qu'en partant d'ici, nos ancêtres perdaient en premier le nom d'origine africain. Alors ils étaient marqués au fer rouge et recevaient un numéro avec lequel ils voyagent. Quand ils arrivent en Amérique, là, ils allaient prendre les noms des nouveaux maîtres. D'où les noms anglophones pour les Afro-Américains, francophones pour les Antilles et autres, portugais, espagnols pour le Brésil, Cuba et Haïti. Vous verrez, par exemple, dans le musée, ces cachots-là présentés, pour moi, c'est pour la galerie, parce que dans l'actuel presbytère, par exemple, les cachots, ils sont en dessous. Donc c'est sous terre et les conditions étaient beaucoup plus difficiles. Le Code noir, rédigé par Colbert et promulgué par Louis XIV en 1685, rassemble une série d'articles de loi qui régit le droit absolu des maîtres sur leurs esclaves. L'esclave n'était pas considéré comme un être humain. On le vendait, on l'échangeait, on le louait. S'il ne respectait pas la règle de son maître, on l'emprisonnait, on l'enchaînait ou on le fouettait. Cela était aussi valable pour les enfants, qui dès l'âge de 8 ans pouvaient être séparés de leur mère. Juste là, la fameuse maison des esclaves, la seule des 28 qui est devenue musée. Donc je disais tantôt que moi je ne les appelais pas des maisons des esclaves, mais plutôt des esclaveries, parce que nos ancêtres, là, ils étaient préparés à devenir esclaves en Amérique, d'où les conditions très difficiles. Ils y étaient entre 20 et 30, enchaînés aux chevilles 2 à 2. Une seule fois par jour, ces derniers étaient libérés pour leur permettre de se soulager. Au cas contraire, ils le faisaient sur place. Des cellules de 2,60 m sur 2 m pour les hommes,
Là, ils y étaient entassés comme dans les boîtes à sardines. Et c'est la raison pour laquelle, dès qu'un, il était malade ou agonisant, pour éviter toute forme de perte économique, il les balançait par-dessus bord, que ce soit dans ces maisons comme dans les bateaux. Dans des îles comme Gorée, la France dit tenir des marchés, donc il faisait du business avec les chefs de tribus africains. Et d'après cette version française-là, un homme de plus de 60 kilos, et c'était généralement le cas, parce que le plus souvent, ceux-là recherchés étaient les Yoruba et les Bambara. Et on sait qu'ils ne font pas moins de 90 kilos. Alors quand ils avaient ce bon poids, ils valaient 5 litres d'alcool. Après pesage, ceux-là, chétifs comme moi, devenaient des inaptes temporaires. Temporaires parce que sur cette île, ils allaient les engraisser avec du blé ou plutôt des fèves des marais que nous appelons localement le niébé, qui les rendait costauds, mélangés à l'huile de palme qui permettait la résistance de ces derniers. Une jeune fille africaine, encore avec les seins bien fermes, pour eux, signe de virginité à l'époque, elle valait un fusil. Les enfants, avec une bonne dentition, signe de bonne santé, valaient tabac, miroir, des babioles de ce genre-là. Sauf que la France, elle dit aussi que quand elle est arrivée, nos ancêtres, ils étaient encore primitifs. Ce qui veut dire qu'ils sautaient encore de liane en liane. Donc je disais tout à l'heure que comment est-ce que la France a-t-elle pu tenir des marchés avec des singes? J'ai dit que les Portugais, ayant été les premiers ici, et au moins pendant 200 ans, ils avaient fait la traite de l'homme noir, eux, leur livre de bord raconte une histoire contradictoire qui nous disent qu'ils prenaient ces derniers de force, donc ils posaient des actes terroristes, et que les enfants, les premiers ados, pris sur les côtes ouest africaines, étaient déportés vers le Portugal, d'où ils étaient formatés intellectuellement, et quand ils rentrent au bercail, eux allaient remplacer les chefs de tribus africains qui refusaient la collaboration. Donc ceux-là africains qui ont collaboré avec ces Européens, pour moi, leur africanité était juste reflétée par la couleur de la peau. Une cellule pour les enfants, elle fait 7 mètres de long, 1,20 m la largeur. Eux étaient pris parce que mobiles, donc très bien pour faire le transport et faire la cueillette du café et du cacao dans les plantations. Et ils partaient vers le Brésil, vers Cuba, Haïti et autres. Sous les escaliers en fer à cheval, des cachots pour les récalcitrants. Ces rebelles-là qui refusaient ces conditions, là, ils allaient pendant 3 jours être cassés moralement avant d'être cassés physiquement dans une autre cellule qu'on verra, avec un pieu qui permettait de pouvoir enchaîner ces derniers au cas où ils devraient les fouetter. Alors ce qui est fou, c'est qu'après toutes ces résistances-là, eux continuaient à rester rebelles, d'où la destination de la Jamaïque, rocailleuse, très aride, beaucoup plus difficile. Et si aujourd'hui on voit le Jamaïcain d'aujourd'hui qui encore a le sang bouillonnant, nous pensons qu'ils le tiennent de leurs ancêtres qui tout le long sont restés rebelles. Un film nous retrace l'histoire d'un parmi eux, du nom de Kunta Kinte, ayant refusé de porter le nom de Toby. C'est la raison pour laquelle il se faisait fouetter, mais quand même son refus a permis à ses descendants de savoir que leur ancêtre venait de la Gambie, d'une île à l'époque appelée le James Island, aujourd'hui renommée le Kunta Kinte Island. On verra aussi cette cellule-là pour les dames. Donc de dames, il faut comprendre femmes mûres, elles avaient déjà des enfants, du coup elles perdaient la valeur sur le marché, mais tout en conservant leur importance parce qu'elles allaient juste faire de la reproduction de bébés esclaves. D'après les navigateurs portugais, ces dames étaient accouplées aux autres dans les corridors qui attendaient le départ, et là, elles allaient juste faire cette reproduction-là de bébés esclaves. Ce qui nous amène à cette fameuse porte-là du non-retour, parce que comme disait feu le conservateur, M. Boubacar Joseph Ndiaye, de cette porte, nos ancêtres martyrs allaient, les yeux fixés sur l'infini de la souffrance. Parce que là, ils savaient qu'une fois elle est franchie, eux ne revenaient pas en Afrique de l'Ouest. Donc, ils avaient 2 possibilités, je l'ai dit tantôt. La première était d'arriver en bon état en Amérique et de devenir esclave. Au cas contraire, malade ou agonisant, et automatiquement jeté à la mer. Du fait de tous les rochers autour de Gorée, ces grands bateaux-là ne pouvaient pas arriver jusque-là. Donc les caravelles attendaient au large et c'est donc de petites chaloupes qui venaient les chercher et les amener au large vers ces bateaux-là. D'où le pont en bois de rognier qui était après cette porte-là du non-retour. Alors avant cette porte-là, on voit aussi ces corridors à gauche et à droite qui à l'époque jouaient le rôle de salle d'attente.
Donc cela acheté, là ils attendaient les bateaux pour l'acheminement vers les Amériques. Chaque maison était pour la préparation de ces derniers vers les Amériques. Mais chaque maison aussi à l'époque était un marché d'esclaves. Donc on verra entre les escaliers où ces derniers étaient présentés et sur le balcon, vendeurs et acquéreurs, comme au foirail, regarder la qualité de la bête, si elle est bonne à prendre ou pas. Donc cette bête-là, si elle est prise, là je parle de bête parce qu'il faut savoir que nos ancêtres, ils étaient considérés pour moins que ça. Donc elle est prise et rejoint ces corridors à gauche et à droite. Au cas contraire, retour en cellule et là ils attendaient un nouveau acquéreur. Lorsque l'on parle de la symbolique de cette maison des esclaves de Gorée, on pense tout de suite, évidemment, à la somme de misère. Somme de misère, évidemment, constatée et consécutivement à cette période que je considère comme l'époque, une période évidemment, un grand moment d'inflexion donc de l'Afrique. Je veux parler de la période de la traite négrière. Traite atlantique qui donc avait commencé au XVIe siècle pour ne se terminer qu'au XIXe siècle. Des nations européennes se sont succédées à l'île de Gorée. Cette maison donc qui a été construite entre 1780 et 1784. Aujourd'hui donc, pour rappeler cette histoire, et du fait que c'est la seule maison à avoir été conservée, puisqu'elle a été rachetée à ses derniers propriétaires par l'État du Sénégal. Bien que n'étant pas la seule, aujourd'hui, c'est elle qui cristallise toutes les mémoires des traites négrières. Elle représente également aujourd'hui l'histoire qui s'est déroulée dans toutes les autres maisons de Gorée, comme également dans toutes les maisons qui avaient eu à exister en Afrique. Ces maisons, il y en a eu plus d'une vingtaine. Aujourd'hui, c'est celle-ci qui donc représente évidemment cette page triste de l'histoire du monde. Cette maison avait abrité à cette époque 150 voire 200 esclaves à la fois, qui avaient vécu séparés dans les différentes cellules, mais c'était suivant le sexe et l'âge. Donc c'est le point de départ finalement de cette histoire. Je veux parler de l'histoire des Noirs qui, parce que pris dans la tourmente qui avait concerné l'Afrique, tourmente qui avait donc engendré le dépeuplement du continent africain, parce que pendant près de 400 ans, ces hommes, ces femmes et ces enfants qui n'avaient rien fait pour mériter cela avaient été victimes, comme le disait mon prédécesseur Boubacar Joseph Ndiaye, victimes du temps de la honte. Parce que simplement, des nations européennes qui avaient donc estimé nécessaire de pouvoir développer les Amériques en utilisant de façon forcenée la force physique de ces Noirs qui avaient été dès lors ou à partir de ce moment-là transplantés d'Afrique vers ces Amériques, eh bien ces Noirs avaient été forcés de travailler dans les plantations et dans les mines. Et cela pendant, comme je l'ai dit tantôt, pendant près de 400 ans. Ils ont été humiliés, poussés jusqu'à leur dernier retranchement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque l'on aborde cette question qui est liée à la mémoire, on n'a pas le droit de s'arrêter simplement au nombre d'esclaves
qui auraient été traités à partir évidemment de lieux quelconques de l'Afrique. Ce qu'il faut considérer, c'est que la traite négrière avait donc concerné l'Afrique dans sa globalité, parce que du côté de l'océan Atlantique, c'est de l'Afrique au sud du Maghreb jusqu'en Afrique du Sud, mais également du côté de l'océan Indien, de la Corne de l'Afrique jusqu'en Afrique du Sud. Sans compter qu'il y avait eu ce raclage nord-sud, sud-nord, est-ouest et ouest-est. Aucun espace de l'interland africain n'avait eu à échapper aux exactions des esclavagistes. Voilà pourquoi, évidemment, cette maison des esclaves qui existe aujourd'hui à Gorée et qui est la seule à être visitée, nous sommes en droit de pouvoir la répliquer partout en Afrique. En 4 siècles d'esclavage, c'est 20 millions d'Africains qui seraient partis des côtes ouest africaines et que 6 millions en seraient morts du fait de privations et de mauvais traitements. Sauf que Cheikh Anta Diop, ce scientifique africain-là, qui pour moi nous relate une histoire beaucoup plus vraie, parle d'au moins 300 millions d'Africains qui seraient partis des côtes ouest africaines pour un minimum mort de 80 millions. Alors pour croire en cette thèse-là de Cheikh Anta Diop, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que cette histoire, elle a concerné toute la côte ouest africaine, c'est-à-dire entre Dakar et Cape Town en Afrique du Sud. De Gorée, si nous faisons un récapitulatif, d'ici tous les 3 mois, c'est 28 bateaux qui allaient vers les Amériques. Sachant que chaque bateau pouvait au moins contenir 350 esclaves, si on fait le total, pendant 4 siècles, rien que pour Gorée, nous sommes à 18 millions. Et si nous faisons la comparaison avec la Shoah, le génocide juif, et qui, pendant 10 ans, on nous dit que ce génocide a fait 6 millions de victimes juives. C'est eux qui donnent ce chiffre. S'il est exact et possible d'avoir tous les 10 ans 6 millions de victimes, ceci voudrait dire qu'en 4 siècles d'esclavage, c'est au moins 240 millions d'Africains qui auraient perdu la vie entre ici et les Amériques. Quand on sait que les protagonistes avaient été les mêmes, ce sont donc des nations européennes, en l'occurrence les Portugais, les Hollandais, les Français, les Anglais et bien d'autres encore. La traite négrière avait été conceptualisée par des intellectuels. Conceptualisée parce que, simplement, après la découverte de l'Amérique, lorsque, évidemment, ces Amérindiens avaient été forcés de travailler dans les plantations et qu'au bout du compte, ils n'avaient pas pu répondre aux attentes. Quand je parle des plantations, c'est celles de coton, de café, de canne à sucre, de tabac, de riz, entre autres. Mais évidemment, ils ont pensé à l'Afrique, puisque les côtes africaines avaient été découvertes en 1444. L'Amérique, ce sera bien plus tard, 1492. Alors ils reviendront tout simplement en Afrique, après avoir expérimenté, évidemment, l'opposition ou la guerre qui avait opposé le fusil à la flèche ou à l'arc pour les Amérindiens. Eh bien, ils ont reproduit évidemment le système en Afrique, parce qu'à ce moment-là, au XVIe siècle, qui avait évidemment coïncidé avec le Moyen-Âge africain, le moyen de défense de ces Africains, c'était les arcs, les flèches, la machette, entre autres. Donc ils arriveront avec des armes à feu. Et puisqu'ils sont arrivés par la côte, puisque le moyen de transport, c'était uniquement le bateau, tout simplement qu'ils avaient eu à armer les tribus de la côte contre les tribus de l'arrière-pays. Ce qui avait engendré évidemment des guerres tribales, justement dans le but de se procurer des prisonniers à échanger contre de nouvelles armes. Voyez-vous, aucun Africain n'avait donc par conséquent eu à vendre son propre fils, ni quelqu'un de sa famille, mais plutôt l'autre, celui qui avait perdu la guerre. Parce qu'en échange de ces armes, ne serait-ce que pour se protéger et protéger les familles, eh bien, les Européens n'avaient accepté comme monnaie d'échange que les hommes, les femmes et les enfants. Généralement, voilà pourquoi, aux grandes périodes de traite négrière, lorsque l'on parcourt les archives, on se rend compte que aux grandes périodes donc, de traite négrière avaient correspondu les grandes périodes de guerre tribale. Il y a eu donc
une cause à effet pour parvenir à cela. Mais la mémoire est conservée ici, à cette maison des esclaves. Le devoir de mémoire également nous incombe tous. Comment la mémoire est-elle conservée ici à la maison des esclaves? Mais simplement parce que l'État du Sénégal, qui a la lourde responsabilité donc de conserver cette maison des esclaves et de conserver cette mémoire, eh bien, a pris la pleine mesure de l'importance de l'éducation. Nous le savons, pendant la traite négrière, les esclaves n'avaient même pas eu droit à l'éducation, parce que c'est bien l'éducation qui permet à tout un chacun de lire les concepts. J'avais bien dit que finalement, la traite négrière avait été conceptualisée par les intellectuels. Donc c'est à travers l'éducation. Dans une Afrique composée en majorité évidemment d'analphabètes, mais également, quand je parle d'éducation, c'est l'éducation dans toutes les langues, mais par l'éducation. L'Afrique donc, qui est composée par une majorité d'analphabètes, évidemment, porte ce lourd fardeau. Si nous ne passons pas par l'éducation, comment allons-nous donner une chance à nos enfants? Comment allons-nous, nous, personnellement, nous donner une chance de pouvoir comprendre quels sont les mécanismes qui, à cette époque, avaient été agités et qui avaient conduit à cet état de fait? Il y a donc lieu de passer par l'éducation, car c'est l'éducation qui nous permettra de comprendre que l'histoire de l'Afrique, par conséquent, n'avait pas commencé à partir, évidemment, de la traite négrière, encore moins à partir de la colonisation. L'Afrique, c'est bien le berceau de l'humanité. Nous sommes devant la maison d'éducation Mariama Ba, une école créée par Senghor, et du temps de Senghor, son nom c'était l'Ordre national du Lion, comme la Légion d'honneur en France. Donc pour venir, il fallait que le parent ait reçu cette médaille-là, qu'on ne recevait que pour bon service rendu à l'État, entre guillemets, à l'État français. Alors en 1983, Abdou Diouf, second chef d'État du Sénégal, change le nom de l'école, mais aussi il change les critères d'entrée. Donc elle passe 2 concours pour venir, ce qui veut dire qu'elles se doivent d'avoir au moins une moyenne entre 17 et 19. Alors Mariama Ba, son nom aujourd'hui, romancière d'ici, son livre que nous connaissons le mieux, Une si longue lettre. Donc là-dedans, elle relate à son ami les conditions de vie pour une femme noire et intellectuelle dans un foyer polygame. Donc très très intéressant. Un des rares auteurs africains à intégrer le système éducatif. Alors moi je pense que son livre a été utilisé par la France pour faire la propagande auprès de nos sœurs africaines et intellectuelles à refuser la polygamie. Parce que pour eux, la polygamie est un fait islamique, parce que disent-ils que nous faisons beaucoup d'enfants. Sauf que pour moi, la polygamie en Afrique est un fait sociétal, parce que je connais personnellement le maire de Joal, catholique bon teint et pourtant polygame. Et pour conforter cette thèse-là, vous savez que leurs chefs d'État et de gouvernement, encore aujourd'hui, quand ils arrivent ici, ils ne parlent que de démographie. Et moi, je dis heureusement que nous, Africains, faisons beaucoup d'enfants. Au cas contraire, peut-être que nous ne serions pas là aujourd'hui. Comprendre qu'avant la traite atlantique, une autre traite des Noirs l'avait précédée. Je veux parler de la traite des Noirs par les Arabes. Et cela, évidemment, on doit pouvoir l'adresser de façon précise, même si du fait de l'analphabétisme et également à cause du fait que, simple fait, que la majorité de la population africaine est d'obédience musulmane, eh bien les Arabes ont réussi la prouesse de se fondre dans la religion. Mais là également, c'est l'éducation qui nous permettra de comprendre
que finalement, les religions n'ont rien à voir avec la pratique esclavagiste, car toutes les religions révélées avaient interdit la pratique esclavagiste, et que par conséquent, que ce soit les chrétiens ou les musulmans, je ne parle pas d'arabes, les arabes, il faut comprendre que c'est simplement le groupe sémitique blanc et non la religion musulmane qui est attaquée dans ce cas d'espèce. Chaque fois donc que les hommes et les femmes ont eu intérêt dans la commission de forfait, ils n'avaient pas hésité évidemment parfois à se revêtir du manteau religieux pour le commettre. Voilà cette vérité qu'il faut rétablir et comprendre que lorsque l'on parle des Arabes, évidemment, on veut parler simplement du groupe sémitique blanc qui a été à l'origine évidemment d'un esclavagisme à partir du 7e siècle. Car c'est bien en 652 qu'un émir général du nom de Abdallah Ben Saïd avait eu à signer avec les Soudanais un traité qui les avait mis dans l'obligation de lui fournir chaque année une centaine d'esclaves, prélevés entre autres parmi les populations du Darfour. C'est bien cela, et c'est bien là le début de la traite négrière, qui évidemment à un moment donné se retrouvera donc du côté de l'océan Indien, précisément donc à Zanzibar, utilisé comme grand port d'esclaves. Et à partir de ce port, évidemment, les esclaves avaient été amenés en île Maurice, île La Réunion, Madagascar, Égypte, Asie, Arabie et même jusqu'en Inde. Elle avait donc commencé au 7e siècle pour ne s'achever qu'au 19e siècle. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre de ce qui est arrivé donc à ce peuple noir, qui a été le peuple certainement qui a le plus souffert. Et je suis tout à fait convaincu que ce qui est arrivé à notre peuple, si cela était arrivé à un autre peuple, je ne suis pas sûr que ce peuple aurait survécu. Parce que dans la survivance et la résilience, il n'y a que les Africains, donc transplantés de force, sont partis avec une partie de la culture africaine, qui, évidemment, au contact d'autres cultures, évidemment, a pu produire par endroits la culture, que ce soit africaine-américaine ou simplement la culture des Noirs, évidemment, d'outre-Atlantique. Ceux-là qui ont eu, évidemment, à traverser le continent pour se retrouver de l'autre côté, mais qui ont pu survivre culturellement en développant, évidemment, une autre culture qui n'est pas tout à fait la culture africaine, mais une culture née de la symbiose entre les différentes cultures qui sont trouvées sur place. Alors je disais tantôt que ces jeunes filles africaines-là bénéficiaient d'une cellule beaucoup plus grande que toutes les autres et qu'elles avaient le privilège d'avoir ces toilettes-là à l'intérieur. Donc elles n'allaient pas une fois par jour comme les hommes pour se soulager. La raison du privilège était juste parce que le soir venu, là le maître à l'étage venait chercher son épouse du soir. Alors cette dernière, une fois en état de grossesse, libre et affranchie, et du coup elle devenait une signare. Donc signare étant la déformation de signora, le mot portugais voulant dire la dame, sauf que agoré, le sens du mot aussi a changé parce que ici, ce mot symbolise plutôt le statut social de la personne. Et sur cette échelle-là, ces enfants qui naissaient métis étaient au-dessus de la maman noire. Parmi elles, il y a eu Joséphine de Beauharnais, épouse de Napoléon Bonaparte, roi de France. Vous savez certainement que la France, en 1792, elle avait déjà une première fois aboli l'esclavage. Et 1802, Napoléon va faire reprendre aux Antilles et en Afrique. Maintenant, pour cette reprise-là, Napoléon dira que c'est pour faire plaisir à son épouse Joséphine qu'il va faire reprendre. Mais moi, je pense que tout de suite, après 1792, ils se rendent compte des fortes pertes économiques. Et là, ils ont trouvé ce prétexte-là pour faire reprendre. Cette reprise s'en est suivie une révolte aux Antilles, dirigée par Louis de Grès, réprimée par l'armée de Napoléon. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque la Guadeloupe, en 2002, elle commémore le bicentenaire de cette révolte des Antilles-là, elle a offert cette statue-là aux Africains. Une statue qui symbolise la commémoration de ce bicentenaire-là. Un couple debout sur le tambour
c'est l'allégresse, mais c'était aussi le moyen de communication. Parce que selon les sons qui étaient joués, les villages alentours savaient ce qu'ils voulaient annoncer. Qui désormais reste le pont qui relie toute la diaspora noire à son histoire, draine des milliers de pèlerins pour commémorer leurs ancêtres et pour certains, fouler pour la première fois leur terre d'origine. Nous sommes devant une des plus anciennes églises catholiques du Sénégal, l'église Saint-Charles-Borromée, construite vers les années 1828-1830. Donc, parce qu'avant celle-ci, en fait, il ne faisait que des chapelles. On a vu l'actuel poste de police, le premier bâtiment sur Gorée, une ancienne chapelle portugaise. Alors, on verra aussi notre mosquée actuelle, un ancien couvent construit en 1822, devenu mosquée en 1892. Ce n'est pas un hasard si cette église est à côté de l'ordre souverain de Malte, parce que l'architecture de cette église est appelée le carrelon, venu en Europe avec les chevaliers arabes de l'ordre du Christ, d'où est sorti l'ordre de Rhodes et de Malte. Aujourd'hui, un centre médico-social, mais le bâtiment a abrité une ancienne école de médecine et de pharmacie. Donc ici, Feu Félix Boigny de la Côte d'Ivoire est sorti comme major de sa promotion. Parce qu'en fait, la France, en 1913, elle savait que pour ces pays de l'Afrique de l'Ouest, bientôt arrivaient les indépendances. Pour ne pas perdre son privilège, elle crée à Gorée deux grandes écoles. Celle-là et une autre qu'on verra plus tard du nom de William Ponty, d'où à l'époque sortaient les chefs d'État pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. Alors la France les recrutait un peu partout en AOF. À Gorée, pour moi, ils étaient formatés intellectuellement. À la maison, ils étaient appelés chefs d'État, sauf que pour moi, ils n'étaient que des gouverneurs noirs qui défendaient très bien les intérêts français. Alors ces contrats-là, qui encore aujourd'hui nous lient à la France et qui nous asphyxient, ce sont ces derniers qui les ont ratifiés. Parmi eux, Senghor et Sékou Touré, les deux à ne pas avoir fréquenté cette école William Ponty. Pourtant, Senghor est devenu premier chef d'État du Sénégal du fait que deux autres Sénégalais qui avaient déjà fréquenté William Ponty, mais du fait que ces derniers, il s'agit de Mamadou Dia et du président Lamine Gueye, ils avaient déjà reçu cette éducation sénégalaise-là et islamique, donc eux ne rentraient pas dans le moule français, remplacé par Senghor, rentré de Paris et qui est devenu le premier chef d'État du Sénégal. Quand on verra cette plaque, vous verrez que ceux qui sortaient de là, du fait de William Ponty, devenaient des pontins. Nous remplaçons le O de pontin par un A, ils deviennent des pantins, ce qu'ils étaient pour moi. Là, nous sommes sur la partie militaire avec un très grand canon qu'aujourd'hui nous appelons la Grosse Bertha, venue de France en pièces détachées en 1902. Ils ont eu besoin de 5 ans pour l'assembler. Il fait 6600 tonnes de fer de cette qualité. Il faudra le toucher. 117 ans qu'il est là, la rouille ne l'entame même pas. Il tournait sur lui-même, 360 degrés, et il pouvait shooter jusqu'à 14 km. Donc nous l'appelons la Grosse Bertha parce que Gorée était vichiste. La France scindée en deux, Vichy collaborateur d'Hitler et De Gaulle pour la France libre de l'autre côté. Alors certains vous diront que ces canons ont servi en septembre 40, ce qui pour moi est faux.
parce que le bateau concerné a été touché dans le port de Dakar lors du bombardement du port de Dakar en septembre 40 et il a été coulé sur les côtes de Gorée. Alors il s'en a jamais servi et son but premier était la protection de la voie atlantique parce qu'à l'époque, qui contrôlait cette île? Quasiment contrôlait la voie atlantique. Alors les bateaux ne devaient pas passer par les côtes sénégalaises sans pour autant payer la dîme à l'État français. Donc 1960, c'est les indépendances. La France, elle part, mais elle ne veut pas que nous puissions les utiliser. Alors elle bloque ce canot en face de Dakar, qui n'est qu'à 4 km, ouvre les gueules à l'aide de chalumeaux et prend les pièces maîtresses. De ce fait, si nous voulons l'utiliser, c'est Dakar qui est shooté et il n'est qu'à 4 km. J'ai dit tantôt que lui pouvait shooter jusqu'à 14 km. Les côtes de Rufisque sont en face et elles ne sont qu'à 9 km. Ce bâtiment a abrité en 1913 cette ancienne école normale supérieure du nom de William Ponty. Je disais tout à l'heure que là ont été formés les premiers chefs d'État des États de l'Afrique de l'Ouest. Alors parmi eux, on peut citer Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, Modibo Keïta du Mali, Amani Diori du Niger, Iber Maga du Bénin, Olympio du Togo, jusqu'à Tombol Baye du Tchad. Devant l'actuel musée historique qui nous relate un peu toute l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Un ancien fort par contre, le fort d'Estrée, construit vers les années 1852, devenu un peu après les indépendances une annexe de la prison civile de Dakar. Et ici, un certain Omar Blondin Diop, farouche opposant de Senghor, là il a trouvé la mort. Alors nous sommes sur cette fameuse place de l'Europe, place de toutes les polémiques. D'ailleurs aujourd'hui, la plaque elle a été dérobée, on ne sait pas encore par qui. Mais imaginez, juste pour savoir la détresse de certains, si on allait à Auschwitz et y installer la place de l'Allemagne. C'est à travers l'éducation qu'on fera comprendre à tous que cet Homo sapiens sapiens, son univers ne s'est pas simplement limité à son Afrique, qu'il avait eu donc à aller à la découverte du monde. Il avait donc par conséquent voyagé, s'adaptant à toutes les conditions climatiques et qu'il est allé jusqu'à changer de couleur de peau pour s'adapter au climat. Par conséquent, les Blancs que nous voyons aujourd'hui, eh bien c'était tous des Noirs. Cette thèse qui a été longtemps défendue par le professeur Cheikh Anta Diop. Aujourd'hui, aucun scientifique n'oserait remettre cela en question. Voilà toute la réalité. C'est ce qui permettra, quand nous aurons compris cela et quand nous aurons enseigné cela, que ce soit dans nos langues nationales, mais n'importe quelle langue, eh bien, cela permettra non seulement à nous-mêmes, mais à nos enfants de regagner l'estime de soi. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et c'est ce que nous avons perdu. Nous avons été déconstruits du fait de la durée de la traite négrière, déconstruit évidemment, mais pour retrouver évidemment, nous retrouver évidemment et reprendre nos esprits, il nous faut également nous déconstruire pour comprendre évidemment ce que je viens d'énoncer tantôt. Il y a donc que cette perte de l'estime de soi, nous devons la regagner quand nous aurons compris que nous avons tout intérêt donc à rester fiers de ce que nous sommes. And to imagine the repercussions of slavery and what happened to those millions of people are still affecting Black Americans today, it just makes my heart break. And standing in those rooms, I was overwhelmed by just a feeling of sadness and powerlessness I can't even imagine what they felt like. But it is something that the world should never forget happened. And I think we have to find a way to move forward, especially
with what's happening in the world right now and all of the discrimination and the hate and the racism that you see, at least speaking for America, coming to the forefront again. We still have a lot of work to do, but what happened here I don't think should ever be forgotten. En 1999, un mémorial de l'artiste italien Ottavio Di Blasi a été inauguré sur le sommet de l'île. Ce monument, qui ressemble à un bateau à voile, est un devoir de mémoire de l'histoire des peuples, un rappel et un signe de pardon vers la partie sombre de l'humanité.